Allez, pour l'Union populaire. Le 10 avril, pour moi, c'est clair. Le 10 avril, pour moi, c'est clair. Je vote pour l'Union populaire. Je vote pour l'Union populaire. Aux urnes, citoyens, pour l'avenir en commun. Dansons la carmagnole, virons la bande, virons la bande. Dansons la carmagnole, virons la bande à Macron. Bravo. Merci à toutes et tous d'être là à ce meeting de l'Union populaire. Alors on a un petit contretemps qui n'arrivera plus quand l'Union populaire sera au pouvoir d'ailleurs, c'est que Daniel Simonet est dans son train et il va avoir un peu de retard. 1 heure de retard environ. Donc voilà, on est désolé de ce contretemps. Pour vous faire patienter, ce qu'on vous propose, c'est une projection du film Debout les femmes. Et pour introduire ce film, Stéphanie, Alexandra et Lila, qui sont 3 AESH qui travaillent dans le Lot, vont vous parler un peu de leur métier. Alors déjà, je vous prie de nous excuser si on a la voix qui tremble ou la main qui tremble. On n'a pas l'habitude de prendre la parole en public et c'est pas évident. Donc je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis AESH au collège Gambetta à Cahors. J'ai 45 ans, mariée, 3 enfants. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que veut dire AESH? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Notre rôle est d'accompagner au mieux les élèves dans l'inclusion des classes ordinaires. Seulement, ce métier nous prête plusieurs casquettes, bien plus que celui d'accompagnant. Nous sommes formés sur 60 heures la première année, et c'est tout. Nous avons les casquettes de psychologue, professeur, assistante sociale, éducateur, infirmière, et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des inconvénients rencontrés dans ce métier. Et pour ma part, je vais vous parler des inconvénients financiers de ce métier. J'espère que vous êtes bien assis, ou alors sinon accrochez-vous. Si je vous dis qu'avec ce métier, vous subirez des couacs chaque mois sur votre salaire, auriez-vous toujours envie d'exercer? Et pourtant, voici quelques exemples subis personnellement ou par des collègues venus me rapporter leur désarroi face à tant d'incompétence. Tout d'abord, vous irez travailler 2 mois consécutifs à 32 heures semaine pour être payé 24 heures semaine. Peu importe les conséquences sur votre milieu financier et familial, vous attendrez que l'administration vérifie leurs erreurs et vous aurez de la chance si au 3e mois la situation est régularisée. Ensuite, je vous promets un complément familial, mais vous attendrez 8 mois avant de le percevoir. Eh oui, l'administration ayant perdu 6 à 7 fois vos documents, vous redemande sans cesse de les renvoyer. Et le comble, c'est d'entendre dire que nous n'allons pas nous plaindre pour quelques euros. Pour rappel, le complément familial pour 3 enfants est de 113 € brut. À notre époque, je pense qu'ils sont quand même assez importants. Vient ensuite le fameux arrêt maladie. Je vous promets qu'en tant que personnel de l'éducation nationale, vous ne perdrez rien de votre salaire sur les 2 premiers mois d'arrêt. Et bien c'est vrai. C'est vrai. Mais vient ensuite le 3e mois. Et là, ni salaire, ni indemnité journalière. Après enquête personnelle, on s'aperçoit que la MGEN, donc l'organisme de sécurité sociale de l'éducation nationale, a versé directement les indemnités à notre employeur, qui lui, 3 mois plus tard, n'a toujours pas payé l'employé. Puis vient le temps de la Covid. Je vous promets que si vous êtes cas contact ou positif, vous serez pris en charge à 100%. Avec plusieurs collègues, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois cas contact, attestation d'isolement envoyée, et en effet, salaire payé. Par contre, positive au Covid, oui pardon, j'ai du mal à le féminiser. Plusieurs collègues et moi-même respectons l'isolement et les démarches administratives. Nous nous retrouvons avec un salaire amputé de plusieurs jours, de maladie ordinaire. 250 € de moins sur un salaire de 1 050 €. Quelques vérifications de l'administration plus tard. Le problème sera résolu, mais le mois prochain.
Le mois prochain, c'est aujourd'hui. C'est exactement hier que j'ai reçu cette fiche de paie. Et sur cette fiche de paie, on me retient encore 3 jours de maladie ordinaire. Dans le Covid, c'est 10 jours. Hein. Donc 136 € de moins. On me retient des 38 centimes de carence et des absences sur le mois de mars à 2,50 € alors que j'ai... Je vous ai parlé des problèmes rencontrés au quotidien de collègues côtoyés et de ma situation personnelle. Je vous laisse imaginer le roman que j'aurais pu écrire si je faisais le tour des AESH de France. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Lila. Bonsoir. Je suis ici pour vous raconter 2 histoires. La première est celle d'une AESH qui a pu accompagner de façon durable et sécurisante une élève 20 heures par semaine pendant 4 ans. La notification MDPH de cette élève a été respectée. Son AESH a permis de l'aider dans les apprentissages comme dans sa vie au collège. Petit à petit, elle a pu l'amener vers l'autonomie. L'élève, à son passage en seconde, était suffisamment autonome pour se débarrasser de l'AESH. Aujourd'hui, elle vient d'avoir 19 ans. Elle passe son bac dans 2 mois. L'inclusion a été une réussite. La seconde histoire n'est pas aussi positive que la première. Celle-ci raconte comment une seule AESH est censée accompagner 6 élèves. L'AESH est projetée sur 3 classes de 3 niveaux différents, 6e, 4e et 3e, avec une obligation de faire de l'auto-remplacement au jour le jour si une de ses collègues est en arrêt maladie. L'AESH ne peut plus amener de stabilité dans les apprentissages et de sécurité dans la mise en place de la relation adulte-enfant. Les conséquences sont lourdes, aussi bien pour l'élève que pour elle-même. L'AESH n'accompagne plus les élèves, elle les garde. Elle ne peut plus garantir aux élèves et aux familles le respect des notifications MDPH. 8 ans séparent ces 2 histoires. Notre métier n'est pas de servir de couverture à un État dysfonctionnant, incapable d'assumer la loi 2005 sur l'inclusion des élèves en situation de handicap. Ce qui s'est passé entre ces 2 histoires, c'est la mise en place des PIAL. Joli nom. Pôle inclusif d'accompagnement localisé. Ça a des conséquences catastrophiques sur l'aide que l'on peut apporter aux élèves. C'est une mutualisation des moyens. Avant, chaque élève avait sa notification MDPH, vue avec des médecins, une équipe, etc. Aujourd'hui, un élève a besoin de 20 heures, et bien ce sera 8 heures. Point. On nous demande de l'auto-remplacement, c'est-à-dire qu'une AESH est notifiée pour 4, 3, 4, 5 élèves, suivant le nombre d'heures qu'elle fait par semaine. Mais si d'un coup, une de ses collègues est absente, on va lui dire « tu récupères les 2 élèves qui sont là ». Quelle classe? On ne sait pas. Qui sont ces élèves? On ne sait pas. La famille ne nous connaît pas. Il faut qu'on est censé aider ces élèves. Ça génère un épuisement des équipes et la désorientation des élèves. Donc je vais laisser maintenant la parole à Alexandra qui va vous expliquer, formuler les demandes que l'on souhaiterait ou les changements. Merci. Bonsoir à tous. Donc la première demande, bien entendu, ça sera la suppression des PIAL, car on est bien d'accord que c'est une grosse connerie. On ne peut pas faire un travail de qualité, c'est pas possible dans ces conditions. Ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avoir un service de remplacement des AESH. Les AESH volantes qui sont formés, bien entendu, sur leur choix, de façon à ne plus laisser des élèves sans accompagnement et voire complètement déscolarisés, comme tu as pu, toi, constater dans ton établissement. Former les AESH en formation continue, par exemple, car on est jeté sur le terrain sans aucune expérience. On apprend sur le tas, et excusez-moi, certaines pathologies ont besoin de certaines connaissances. On ne peut pas arriver comme ça sur le tas, s'occuper d'un enfant autisme, si on ne connaît pas ce qu'est l'autisme. Tout était confronté à ce genre de situation.
Ensuite, une reconnaissance du métier avec un cadre professionnel et des fonctions bien définies, car certains de mes collègues manquent de considération des équipes de l'établissement scolaire dû justement à la difficulté de position. Et pour finir, un salaire et une formation digne du métier pour le pratiquer correctement. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère avoir éclairé sur notre métier. Merci beaucoup à toutes les trois. Je confirme que c'est un métier pour le vivre quotidiennement indispensable. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre la projection du film et après on pourra rebondir entre ce qui est dit là, le film, parce que vous allez voir, tout est lié et prendre réjouissance des solutions qui existent et des propositions qui existent. Ensemble, révoltons-nous! Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Vous en avez pris plein la tête là, hein? Elles sont fortes les femmes, hein? Alors on les applaudit les femmes! Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Danielle Simonet, conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise et membre du Parlement de l'Union populaire. Et je voulais vous remercier de m'avoir invitée à cette réunion publique. Et je voulais vraiment vous remercier à toutes et tous d'être si nombreux ce soir. Et j'espère que vous n'avez pas été contrariés par ce changement. Au contraire, je pense que c'était une très bonne chose que les organisateurs vous permettent de voir le film de François Ruffin, qui est vraiment un très beau film et un véritable outil de conscientisation politique sur une question essentielle, voilà, la question féministe, la question de l'égalité femmes-hommes et la question de toutes ces femmes qui font des travaux essentiels et qui sont tellement méprisés par le système. Alors d'abord, un remerciement à toutes celles et ceux, militantes, militants, qui ont créé les conditions pour que cette réunion puisse avoir lieu dans cette campagne épuisante et passionnante, voilà, et qui, je l'espère, peut changer le cours de l'histoire. Donc merci à tous les militants qui ont collé les affiches, qui ont distribué les tracts, qui ont organisé cette salle. Je pense que c'est vraiment important, car tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de mener, eh bien, repose d'abord et avant tout sur des femmes et des hommes qui ont pris de leur temps. Et je propose d'abord qu'on commence par les applaudir bien fort. Venez, venez. Viens. Alors, pour engager cette réunion publique, je voudrais d'abord commencer par vous présenter celles et ceux qui vont poursuivre la bataille après le 10 avril et le 24 avril prochain. Et j'espère que le 10 avril et le 24 avril prochain leur permettront de pouvoir mener une campagne magnifique pour les élections législatives et pour, je l'espère, transformer l'essai et transformer ce qui, j'espère, sera une victoire au soir du 10 avril et du 24 avril. Donc je voudrais vous présenter en fait les chefs de file des deux circonscriptions. Alors d'abord, t'écris pas super bien. Hein. Non. Faut reconnaître, hein, il écrit pas super bien. Elsa, oui mais Elsa j'ai bien lu, mais voilà, excuse-moi. Je vous demande d'applaudir Elsa Boujard et Sylvain Leguier, qui seront vos candidats sur la première circonscription. Pour vous servir. Elsa, une institutrice, une professeure des écoles, et Dieu sait qu'on en a besoin face à la casse de Blanquer, il va falloir leur dire stop. Et Sylvain, tu es contractuel dans les lycées agricoles, contractuel. Ils n'ont pas été capables de titulariser. Voilà, c'est leur grand recours maintenant, des contractuels.
alors que nous avons besoin, au contraire, dans les lycées agricoles, comme dans les lycées professionnels et les lycées d'enseignement généraux technologiques, eh bien, de professeurs, d'enseignants qui soient titularisés, et nous les titulariserons tous. On les applaudit. Et sur la deuxième circonscription, eh bien, je vous présente Thierry Grossemi, que je connais depuis une longue date, un militant infatigable, ouvrier du bâtiment, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui sera toujours là pour soutenir l'ensemble des luttes. Et je sais que vous pourrez compter sur lui à l'Assemblée nationale pour ne jamais rien lâcher. Et il est avec Patricia Gauthier, qui est doctoresse en sciences économiques. Et oui, on les applaudit bien fort. Ils se sont fortement impliqués dans cette campagne présidentielle et je sais que vous pourrez compter sur eux pour continuer à s'impliquer pour la suite, pour la bataille, pour les législatives, parce qu'on veut un président qui puisse convoquer la constituante et on veut un parlement qui permette à un gouvernement de changer radicalement la politique. Donc attention, ces deux échéances, nous sommes sur une élection en fait à 4 tours. Il faut bien l'avoir en tête. Eh bien, merci à vous tous pour votre engagement, on compte sur vous. Et on compte sur vous tous pour les soutenir juste après. Ça sera d'autant plus facile qu'on aura un gouvernement d'union populaire. Exactement. Vous voulez rajouter quelque chose? On sera là. Bah oui, on est là. On est là. Merci à vous tous d'être là. On lâchera rien. Et à la fin, c'est nos combats. Gagné. Merci. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse un petit speech. Hein, et puis par contre, moi j'aime bien qu'on puisse échanger, donc après que vous puissiez être le plus nombreux et nombreuses à pouvoir poser des questions ou bien à intervenir pour réagir. Et puis j'essayerai dans la mesure du possible de répondre à toutes vos questions. Alors, vous l'avez vu à travers ce film, moi j'en suis très fière, la campagne de l'Union populaire que porte Jean-Luc Mélenchon avec le programme L'Avenir en commun, est une vraie campagne féministe. Moi, je pense que je n'ai jamais vu, de toutes mes années de militantisme, un candidat à l'élection présidentielle porter aussi bien, aussi fort cette bataille féministe. Et donc, je voudrais commencer par cela, parce que nous, les femmes, on représente la moitié de l'humanité. Il ne faudra peut-être pas quand même l'oublier. On représente la moitié de l'humanité. On représente un peu plus de la moitié des Françaises et des Français. Et oui, nous sommes majoritaires dans la population. Et autant dire que nos intérêts ne sont pas défendus majoritairement dans ce pays. Et je sais qu'avant la projection du film, il y a des copines AESH, je crois, qui ont pris la parole. Vous pouvez lever la main, les copines? Elles sont parties. Bah oui, il y en a peut-être d'autres ici qui sont aides à domicile. Moi, sur Paris, je mène un combat notamment pour les cantinières. Bravo à toi. Pour les cantinières, parce que vous savez, les cantinières, c'est les dames qui servent à manger à nos enfants dans les cantines. Eh bien, à Paris, alors que ça fait quand même 20 ans qu'on a une majorité de gauche, eh bien, ils n'ont pas encore été fichus de faire en sorte que ces cantinières, qui jouent un rôle essentiel dans les écoles, soient payées dignement. Elles sont pas titulaires, déjà. Elles ne sont pas titulaires, la plupart ont des contrats précaires et elles n'ont pas un contrat de travail à plein temps. Elles sont sur du temps partiel imposé et beaucoup ne gagnent que 700 € par mois. Donc autant dire que celles qui nourrissent nos enfants n'ont pas des feuilles de paye qui leur permettent de nourrir les leurs. Eh bien cela devra changer. Avec le programme de l'Avenir en commun, eh bien, nous titulariserons tous les précaires des 3 fonctions publiques. Et cette question est essentielle, est une question féministe, car la plupart des précaires dans les 3 fonctions publiques sont des femmes. Nous avons aussi une autre mesure extrêmement importante. Avec le programme L'Avenir en commun, on augmentera le SMIC à 1 400 €. Alors, c'est intéressant pour tout le monde, mais sachez qu'il y a entre 60 et 80% de personnes qui gagnent le SMIC qui sont des femmes. Donc ce sera une mesure de rattrapage pour les femmes extrêmement importante et essentielle. Dans l'ensemble des mesures que nous prenons, il y en a une aussi qui est importante, c'est celle sur l'égalité salariale. Franchement, moi j'ai l'impression qu'à toutes les campagnes, on nous fait le coup. Hein,
ouais, l'égalité salariale, les candidats y viennent, ils se sentent tous obligés de dire oui, nous allons œuvrer pour l'égalité salariale. Et puis alors concrètement, ça n'évolue pas, ça ne change rien. Là, dans le programme de l'avenir en commun, il y a enfin une mesure qui va permettre de faire changer la donne. C'est-à-dire que les entreprises, d'emblée d'office, devront payer une prime de majoration de 10% pour les salariés femmes et ne pourront en être exonérés que si les entreprises apportent la démonstration, la preuve, qu'il n'y a pas d'inégalité salariale dans leur entreprise entre les femmes et les hommes. Voilà une mesure enfin concrète qui permettra enfin de garantir l'égalité salariale avec une bien plus forte pénalisation des entreprises qui ne respectent pas cela. Le programme de l'avenir en commun sur la question féministe, c'est aussi d'arriver à un 100% sécu et de faire en sorte qu'on prolonge le programme hérité du Conseil national de la résistance sur la sécurité sociale, faire en sorte que toutes les mutuelles rentrent dans la sécurité sociale et faire en sorte, par exemple, que la contraception, elle soit remboursée à 100%, quels que soient les âges de nos vies. Cette question, elle est aussi renforcée par le remboursement, par exemple, des protections périodiques. Moi, je suis persuadée que si la question des règles était une question masculine, ça fait depuis longtemps qu'il y aurait eu la gratuité, n'est-ce pas? Avec nous, ce sera gratuit. C'est une question essentielle. Écoutez, cette question féministe, elle est pour nous essentielle parce que nous portons un projet qui est celui de l'émancipation. Et qu'est-ce que c'est que de porter le projet d'une société d'émancipation? Eh bien, c'est le projet d'une société qui abolit l'ensemble des rapports de domination. Et on sait pertinemment que la question du patriarcat et de la domination masculine est une domination qui permet finalement aux femmes et aux hommes de croire que c'est légitime et de légitimer les autres rapports de domination, les rapports de classe. Et on sait que l'articulation avec aussi les rapports de domination à caractère raciste. Donc la question de l'égalité des droits, pour nous, en termes de projet d'émancipation, passe forcément comme point de départ par la question féministe. Et oui, se dire que là, on est dans une campagne qui porte ce projet d'émancipation est extrêmement important pour nous, parce qu'on est face à un tournant historique. Je pense qu'on en a toutes et tous conscience. Il y a une accélération dans la prise de conscience cette dernière semaine, je pense. Je pense que vous l'avez tous constaté dans les discussions autour de vous, en famille, au travail, pour celles et ceux qui militent dans les porte-à-porte, sur les marchés. Cette élection et ce premier tour de l'élection présidentielle, chacune et chacun est face à son devoir de conscience. On a la possibilité historique de faire barrage à l'extrême droite et d'éliminer Marine Le Pen du premier tour de l'élection présidentielle si on utilise tous le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. C'est pas énorme ça? C'est énorme. Imaginez la situation dimanche soir si Marine Le Pen est éliminée du premier tour de l'élection présidentielle. Eh bien, ça change tout. Et ce boulot, on a encore quelques jours pour convaincre. 4 jours. Parce que bon, ok, samedi, dimanche, on n'a pas le droit de faire campagne. Mais enfin, vous avez le droit d'appeler vos amis. Vous avez le droit d'appeler vos proches. Vous avez le droit de discuter avec la boulangère. Vous avez le droit de discuter quand vous achetez vos légumes. Hein? Alors faites-le. Faites-le pour démonter un à un les arguments. L'extrême droite, Marine Le Pen, elle a quand même réussi, grâce au soutien médiatique, de se faire passer pour finalement une modérée à côté de Zemmour. Nous sommes convaincus qu'il n'en est rien et qu'elle a exactement le même programme qu'elle avait la fois d'avant ou qu'avait son père. D'abord, je pense qu'il faut qu'on martèle et qu'on martèle encore que le problème dans ce pays, c'est pas l'immigration, c'est pas l'islam, mais c'est celles et ceux qui se gavent. Celles et ceux qui se gavent de manière quand même éhontée quand on se remémore ce chiffre que nous n'avons cessé de marteler pendant toute cette campagne. 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de nos concitoyens. 5 milliardaires. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que 5 milliardaires possèdent autant que 40% de la population. Et lorsque les profits d'une petite poignée ont explosé pendant la pandémie, eh bien, ce sont les personnes qui vont
à l'aide alimentaire, 8 millions de personnes, c'est ce chiffre-là qui a également explosé. C'est 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 12 millions de personnes qui vivent en situation de précarité énergétique. Et ça, Marine Le Pen, elle n'en a que faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, hein, dans les médias, on a bien écouté, ils nous disent tous que Marine Le Pen, elle a fait une campagne sur la question du pouvoir d'achat. Vous l'avez entendu comme moi, hein, cette bonne blague. Alors comment est-ce que Marine Le Pen fait sa campagne sur le pouvoir d'achat? Est-ce qu'elle est pour le blocage des prix? Non, elle n'est pas pour le blocage des prix. Au lieu de défendre cela, elle propose de réduire la TVA sur les carburants de 20% à 5,5%. Enfin, le prix des carburants, il va continuer à augmenter à ce tarif-là. Et donc la situation difficile, et je sais que vous êtes bien plus confrontés que moi, qui suis une affreuse parisienne et qui n'ai pas besoin de prendre la voiture. D'ailleurs, je n'ai pas le permis. Mais vous, c'est vital. On ne peut pas aller bosser sans sa voiture pour grand nombre, une écrasante majorité d'entre vous. Avec Jean-Luc Mélenchon, la chose est claire. On propose le blocage des prix. Voilà, le litre du carburant, 1,40 €. Et basta. Parce que les autres en face, ils se gavent. Donc à eux de prendre sur leur profit pour permettre à toutes et à tous de respecter le droit à la mobilité pour aller travailler, pour aller vivre, tout simplement. Alors, Le Pen, est-ce qu'elle est pour l'augmentation du SMIC à 1 400 €? Non. Elle propose de baisser les charges. Les charges. C'est le discours patronal, ça. Parce qu'en fait, quand elle propose de baisser les charges, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de piquer dans votre poche droite un peu de vos sous pour vous les donner dans la poche gauche. Parce que ce qu'ils appellent les charges sociales, qui sont en fait les cotisations sociales, patronales ou salariales, eh bien c'est notre salaire. C'est notre salaire socialisé. C'est ce qui va financer notre protection sociale, notre sécurité sociale, nos retraites, notre assurance maladie, le chômage. Donc c'est notre salaire. Nous proposons l'augmentation du SMIC à 1 400 €. Est-ce qu'elle propose de dégeler le point d'indice des fonctionnaires? Ah, vous n'êtes pas en forme. Est-ce qu'elle propose le dégel du point d'indice des fonctionnaires? Non. Est-ce qu'elle propose d'investir massivement dans les services publics qui ont été cassés par Macron et par les deux gouvernements précédents, de François Hollande et de Sarkozy? Non. Absolument pas. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, ben voilà, il faudra rembourser la dette. Ah, le chantage à la dette. Elle parle bien la Macronie. Et donc, elle mènera une politique d'austérité. Et sur la question de la retraite, est-ce qu'elle propose la retraite à 60 ans et à taux plein? Non. Absolument pas. Absolument pas. Alors elle est là, elle tournicote, 62, bon, c'est pas si simple, c'est compliqué. Non, c'est très simple. Vous faites l'égalité salariale, vous faites rentrer suffisamment de cotisations pour pouvoir financer la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous. Il n'y aura pas de retraite en dessous du SMIC. Il n'y aura pas de retraite en dessous du SMIC. Ça suffit, les personnes âgées qui, après avoir une vie de labeur, une vie à trimer, se retrouvent à être dans une situation de pauvreté en dessous du seuil de pauvreté. Et nous engagerons par ailleurs d'autres mesures sociales extrêmement importantes, comme la garantie dignité. La garantie dignité, c'est de permettre à toutes et à tous d'avoir au moins 1 063 € par mois pour vivre. Au moins 1 063 € par mois, puisque c'est le seuil de pauvreté. Et sans contrepartie, parce que nous estimons que c'est un droit et que son accès sera systématisé pour justement réduire le problème de celles et ceux qui ne connaissent pas leurs droits et qui renoncent à leurs droits. Alors finalement, le programme de Marine Le Pen, c'est une saignée pour les classes populaires. Et on peut se dire les choses de manière très simple. Finalement, le programme d'Emmanuel Macron est un programme ultralibéral de l'extrême marché, avec le mépris de classe. Et le programme économique et social de Marine Le Pen, eh bien, c'est le programme d'Emmanuel Macron, avec en plus, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, le mépris de race. Voilà ce qu'elle représente, et voilà pourquoi il nous faut de manière déterminée la combattre et la battre, et faire en sorte qu'elle soit éliminée du premier tour ce dimanche. Oui. Alors il y a un autre enjeu, d'utiliser le vote Jean-Luc Mélenchon
comme vote barrage à l'extrême droite? C'est qu'il y a eu un quinquennat qui s'est déroulé. Donc le coup, en fait, de Mélenchon-Macron au deuxième tour, de Le Pen-Macron au deuxième tour, hein, qui nous avait joué déjà en 2017 et qui était bien pratique pour la Macronie et tous les tenants du système, parce qu'on encourageait, par la peur du Front National, à tout le monde accepter de voter Macron. On sait pertinemment qu'il n'en sera pas de même cette fois-ci, et que le risque, il est énorme. Et je vous dirais, le risque, il est dans les deux cas de figure. Moi, j'aime bien la formule... ça y est, je suis fatiguée. La formule de notre grand philosophe. Alors, vous allez m'aider. C'est un grand philosophe qui soutient Jean-Luc Mélenchon et qui était très impliqué dans Nuit debout. Lordon. Frédéric Lordon. Frédéric Lordon a dit une chose très basique. Il a dit, écoutez, le 10 avril, le choix est assez simple. Vous avez la fasciste, vous avez le fascisateur et vous avez un candidat de gauche. Alors on choisit quoi? Eh bien on vote pour le candidat de gauche. Ben oui, parce que Macron, le fascisateur, on voit bien comment Emmanuel Macron, non seulement par sa politique ultralibérale, l'a accompagné par une atteinte à nos libertés et une dérive autoritaire, et comment aussi il a joué du mépris du peuple, il a joué de la division du peuple pour finalement, en résultat, eh bien, alimenter le terreau de l'extrême droite et du Rassemblement national. Alors avec Macron, on est prévenu. Il l'a annoncé, hein, son programme, même s'il refuse de faire campagne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il refuse de se confronter aux autres candidats et de débattre, parce qu'il n'a cessé d'être en campagne. Avec Macron, on est prévenu, il y aura une saignée de 10 milliards d'euros contre les collectivités locales. 10 milliards d'euros d'austérité, il l'a annoncé. Ça veut dire que toutes les collectivités qui portent nos services publics vont être condamnées à devoir faire des coupes franches. Alors il a quand même eu le toupet, sur des services publics essentiels, de dire, notamment concernant les EHPAD, « Oh, nos vies valent plus que leurs profits. » Mais quel foutage de gueule! Emmanuel Macron qui reprend ce très beau slogan qui avait été porté par le NPA, que moi j'aime beaucoup ce slogan, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'a eu de cesse pendant son quinquennat de faire prévaloir les profits sur nos vies. Et vous l'avez vu, le scandale des EHPAD. Évidemment, c'est le scandale des EHPAD hors PA, mais c'est le scandale en fait de tous les autres EHPAD privés. Et dans le public, la situation n'est pas réjouissante non plus. La maltraitance institutionnelle, parce qu'il y a des sous-effectifs, on la connaît. On a tous des connaissances, soit qui y travaillent, soit qui ont des résidents. Eh bien, on regarde l'humanité d'une société à la façon dont elle s'occupe de ses aînés. Et là, il y aura tout à refaire. Parce que par un gouvernement qui part des besoins, il y a des beaux métiers à revaloriser. Les métiers du film de François Ruffin, justement. Il faudra les revaloriser, il faudra accompagner la formation, les mettre en nombre suffisant et faire des planifications. On a besoin de combien de places en EHPAD? On a besoin de combien d'aides à domicile dans les années à venir? Qu'il y ait enfin ces études prospectives qui soient faites et qu'on puisse embaucher l'ensemble des personnes dont on aura besoin. Eh bien, cette bataille-là, c'est sûr que ce n'est pas avec Macron qu'on va la mener. Emmanuel Macron. Vous avez vu sur l'éducation nationale ce qu'il propose. L'apprentissage dès la 5e. On a quel âge en 5e? 12 ans. Alors non, Macron est revenu. Ah mais pas du tout, fake news. Jamais je n'ai voulu développer l'apprentissage à 12 ans. Vous avez mal compris. C'est pas très intelligent, hein? Alors déjà, on peut se dire qu'on l'a déjà fait reculer. Avant même d'avoir gagné l'élection, Macron est obligé de rétropédaler. Mais on n'est pas dupe. On sait que s'il a les pouvoirs, il le fera. Ce qu'il souhaite faire sur l'enseignement professionnel, c'est ni plus ni moins de tout briser, de tout casser et de donner les clés au patronat, aux chefs d'entreprise. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord. Parce qu'on estime que dans la voie professionnelle, il doit y avoir la possibilité de se former jusqu'au plus haut niveau. Qu'un lycée professionnel, il enseigne les métiers qui sont des sciences pratiques et qui exigent un haut niveau de qualification. Et on estime qu'en lycée professionnel, comme dans les autres voies, on a besoin d'hommes et de femmes qui vont être formés en tant que citoyens, avec un esprit critique. Et donc on veut qu'il y ait à nouveau de la philo en lycée professionnel,
qu'il y ait des classes à projet culturel en lycée professionnel. Parce qu'en lycée professionnel, comme ailleurs, on a besoin de s'émouvoir, on a besoin d'humanité, on a besoin de culture, parce qu'on a besoin de se construire, on a besoin de se réaliser. Qu'est-ce qu'il a proposé encore, Emmanuel Macron? Alors, la réforme des retraites à 65 ans. Quelle chic idée, tiens. On n'oublie pas qu'on l'a mis en échec. Juste avant le premier confinement, on a parfois la mémoire courte. Mais la mobilisation des travailleurs de ce pays, elle avait été massive. Et je pense que vous étiez nombreux et nombreuses à leur côté, à être impliqués contre la réforme des retraites que d'ores et déjà Macron voulait nous imposer. Et là, il a prévenu. La réforme des retraites à 65 ans, il la fera en juillet. Et donc c'est pour ça que cette élection, elle est aussi un référendum pour la retraite à 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon ou pour la retraite à 65 ans avec Emmanuel Macron. Alors il nous reste 4 jours pour convaincre les hésitants, les potentiels abstentionnistes. Leur montrer qu'avec Mélenchon, en fait, ils auront tout à gagner. Et je pense que c'est important de continuer à raconter notre programme. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je trouve que notre programme, c'est un sacré message d'espoir. Parce que quand même, avec Jean-Luc Mélenchon, donc on aura la retraite à 60 ans, le litre d'essence à 1,40 €, les produits de première nécessité bloqués, pour garantir à toutes et à tous de pouvoir tout simplement remplir le frigo et de ne pas être dans des choix cornéliens. Dans les grandes métropoles, d'ailleurs, les loyers seront encadrés à la baisse, là où c'est nécessaire. Il y aura la garantie dignité, je vous en ai parlé. Il y aura, pour les jeunes en formation, une allocation d'autonomie, 2063 € par mois également. Et ça, il faut le dire à tout le monde. C'est une sacrée bonne nouvelle pour nos jeunes. Parce qu'un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse, il n'a pas d'avenir. Quand les jeunes ils sont coincés, condamnés à devoir bosser chez McDo ou ailleurs pour financer les études, bah c'est quand même le raconter dans le film. Il y a un moment donné, bah vous arrêtez les études. Voilà. Et comment il fonctionne un pays? Comment vous voulez qu'on affronte la bifurcation écologique si on n'a pas toute une jeunesse formée au plus haut niveau? Et cette bifurcation écologique, elle est déterminante. On ne peut plus attendre. Le dernier rapport du GIEC nous a montré, dans son rapport encore cette semaine, que si dans 3 ans on n'inverse pas la situation va être incontrôlable. Donc il est déterminant de pouvoir enfin engager la bifurcation écologique vers 100% d'énergie renouvelable, vers plus de sobriété, de relocaliser notre économie, d'accompagner l'ensemble de nos agriculteurs à une agriculture paysanne et bio en arrêtant les fermes-usines, en arrêtant la culture intensive, et de repenser justement un ministère de l'Agriculture qui devienne un ministère de l'Alimentation, pour qu'on ait une alimentation saine et bio dans nos assiettes, et pour des campagnes qui soient préservées, avec évidemment plus de glyphosate, par exemple, sur ce sujet très concret. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est le seul qui est cohérent sur la question du glyphosate. Non seulement il propose l'interdiction du glyphosate, mais qu'on arrête d'importer des produits glyphosatés. Donc on assume de désobéir aux directives libérales européennes qui nous imposent, au nom de la concurrence libre et non faussée, de ramener n'importe quel produit, peu importe comment ils ont été fabriqués ou comment ils ont été produits. Cette bataille-là, pour nous, n'attend pas. Parce que la moitié de l'humanité, elle est déjà menacée par le changement climatique. Selon les scientifiques eux-mêmes, les actions à court terme qui limitent le réchauffement de la planète à près de 1,5 degré réduiraient considérablement les pertes et les dommages prévus liés au changement climatique, mais ne peuvent pas les éliminer tous. Donc on doit à la fois éviter l'ingérable et en même temps gérer l'inévitable. Donc la question c'est en fait, soit on engage une bifurcation écologique et on repense par la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la Terre plus que ce qu'elle n'est capable de régénérer, par la règle verte et la planification écologique, soit on est capable de repenser une harmonie, non seulement entre les êtres humains, mais les êtres humains avec la nature, ou bien c'est le chaos. Ou bien c'est le chaos et les catastrophes naturelles qui ne le sont pas au point de départ, qui vont s'enchaîner. Alors, je voudrais, pour terminer, insister sur notre stratégie de la révolution citoyenne. La première chose que Jean-Luc Mélenchon fera quand il sera élu président,
Alors peut-être pas la première, hein, parce qu'il y aura le décret pour le SMIC à 1400 €, il y aura un certain nombre de mesures comme ça, c'est qu'il convoquera l'Assemblée constituante. Il convoquera l'Assemblée constituante pour que les citoyennes et les citoyens puissent reprendre en main leur destin, redéfinir les règles du jeu et en finir avec la monarchie présidentielle. Franchement, c'est quand même assez fort. Pour toutes celles et ceux qui vous disent, encore dans votre entourage, « Ouais, mais enfin, pourquoi on va le croire, lui? Pourquoi il serait mieux que les autres? Les autres, ils nous ont tous trahis. Alors pourquoi pas lui ?» C'est vrai, on l'entend ça. Finalement, ils sont tous pourris. Et on entend ce désespoir-là. Et en même temps, on le comprend. Parce que franchement, Sarkozy, Hollande, Macron, hein, il y a une sacrée continuité quand même, hein, dans la case de nos droits. Bien, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul candidat à l'élection présidentielle qui propose de convoquer une constituante pour que les citoyens puissent décider, par exemple, qu'on en arrête avec un président de la République avec cette logique de monarchie présidentielle. C'est pas rien. Mais surtout, parmi toutes les mesures qu'il y aura dans la 6e République, il y en a une qui est essentielle et qui a été magnifiquement portée par le mouvement des Gilets jaunes. C'est celle du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Instaurer enfin un RIC, c'est permettre aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir révoquer leurs élus. Ah, on vous trahit? Que ce soit l'élu municipal, départemental, régional, le député ou la députée, ou le président ou la présidente de la République, eh bien, vous pouvez le révoquer. Faites une pétition, et à partir de tel pourcentage, vous pouvez avoir la convocation d'un référendum révocatoire. Allez dehors, il dégage. C'est pas rien comme pouvoir. Ce RIC, c'est une mesure emblématique, parce que, y compris pour un projet de réforme, si un gouvernement, quel qu'il soit, impose un projet de réforme et que le peuple n'est pas d'accord, par le RIC, il pourra s'y opposer. Mais le RIC, c'est aussi, si les citoyens et les citoyennes souhaitent un projet de réforme, ils pourront également l'imposer. Et cette question, en fait, du contre-pouvoir citoyen, et de se dire maintenant, ça suffit. Ces élections, on vous demande d'aller aux urnes et de fermer votre bouche pendant toute la durée du mandat, de rester bien sagement chez vous, parce que sinon, il vous en cuira. Parce que si vous sortez, bah attention, hein, si vous sortez, vous avez les LBD. Vous pouvez perdre votre main, vous pouvez perdre votre œil. Si vous sortez, vous pouvez même perdre votre vie. Parce que nous n'oublions pas, le bilan de ce quinquennat de Macron, sur nos libertés, sur la répression policière, a été un gouvernement qui, par bon nombre d'organismes d'évaluation des démocraties, la France a été condamnée. La France a été jugée comme une démocratie en fragilité, menacée, je ne sais plus le terme exact. Parce que nos libertés, comment? Défaillante, voilà. Démocratie défaillante. Voilà le bilan de Macron en un quinquennat. Le pays des droits de l'homme, le pays 1789 de la Commune de Paris, le pays qui a été, à ce point-là, le pays des Lumières, un symbole pour les peuples du monde entier, est devenu aujourd'hui une démocratie défaillante. L'enjeu de cette élection, c'est de défendre la démocratie. C'est de remettre le peuple en acteur de sa propre souveraineté, de lui redonner les clés du pouvoir, à tous les niveaux. Parce qu'on n'est pas dupes, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on va faire la révolution fiscale et qu'on va décréter, eh bien qu'on va mettre 15 tranches d'impôts, ce qui fait que quand même toutes celles et ceux qui touchent moins de 4 000 € vont voir leurs impôts baisser, c'est une bonne nouvelle aussi, mais qui fait que, bah oui, les autres, ils vont contribuer. Et les très riches, ils vont contribuer beaucoup plus. Hein, et d'ailleurs, tous ceux qui héritent de 12 millions d'euros, j'arrive toujours pas à me représenter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, franchement? C'est absurde. Eh bien, on prendra tout au-dessus de cela. Bon, franchement, on leur laisse 12 millions, moi je trouve qu'on est quand même bien généreux. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'ils vont nous laisser leur faire leur poche? Ah non. Mais non! Vous croyez que les Total, les Amazon et tutti quanti, ils vont là se croiser les bras en disant « Ah ben merde, on ne peut plus exploiter les gens, on ne peut plus exploiter la nature, puis en plus on nous demande de filer des sous de nos profits des dividendes. » Ah ben non, ils ne vont pas se croiser les bras. Donc là, la bataille, elle va être très dure. Donc il faudra une société mobilisée. Il faudra donc un peuple qui soit toujours très impliqué. Et donc ça veut dire qu'il faut lui donner les clés, qu'il n'y ait plus un service public qui ne puisse être contrôlé par des citoyens et par les salariés. Oui, des comités d'usagers partout. Ça veut dire qu'il faudra redéfinir vraiment le pouvoir des communes et des assemblées communales citoyennes. Il va falloir réinventer
réinventer comment est-ce qu'on reprend le pouvoir et le contrôle de l'intérêt général. Et ça, c'est pas rien. Et je pense que pour toutes celles et ceux qui se désespèrent en se disant bah, finalement les uns et les autres nous ont trahis, leur dire et leur expliquer le projet de cette 6e République à travers le RIC, qui est, je pense, la mesure la plus emblématique, permet de redonner confiance à plein de citoyens et citoyennes dans l'action politique. Alors, dimanche, on a la trouille hein, quand même, hein. Ouais. Parce qu'on sent quand même que ça s'accélère là, c'est possible. Alors il faut absolument que cet espoir-là, on a 4 jours pour l'exploiter au maximum. Parce que c'est énorme ce que l'on peut faire. À tous les niveaux, partout, dans toute notre sphère de vie, il faut qu'on y aille à fond. Il faut qu'on se dise qu'on a 4 jours pour convaincre, 2 jours en action militante, pour faire en sorte de changer ce cours de l'histoire. Alors comment on s'y prend? J'espère que dans les échanges, certains vont nous donner des idées. Moi, je vous en donne une toute bête, hein. Je ne l'ai pas inventée. Hein. Mais déjà que chacun ici prenne son téléphone et fasse son répertoire et se dise, bon, à qui je peux envoyer un petit SMS et un petit coup de fil? Et on se fait la liste. On se fait la liste dans la famille, on se fait la liste des collègues du travail, on se fait la liste des voisins du quartier. Hein, et puis on demande aussi à tout le monde que ça fasse chaîne. Et on essaie de convaincre. C'est possible, ça. Vous savez, ça peut se jouer peut-être à 2 voix par bureau de vote. Vous imaginez? Eh, franchement, on va s'en vouloir, hein, sinon. Hein. Parce que là, c'est un changement historique qui est possible. Alors que sinon, c'est une catastrophe. Alors, il faut absolument y aller à fond. Je crois que dans la salle, là, au fond, il y a aussi des affiches, il y a des tracts. Ça veut dire que jeudi soir et vendredi soir, on peut encore faire du porte-à-porte. Il y en a qui ont déjà fait du porte-à-porte ici. Levez la main ceux qui ont déjà fait du porte-à-porte. Ah, il y en a pas mal. Mais il y en a plein qui n'en ont pas fait. Moi, je trouve que c'est triste pour vous. Parce que vous passez à côté d'une expérience extraordinaire. Moi, je vais vous proposer, jeudi soir et vendredi soir, de passer 2 super soirées. Non mais sérieux, hein. Franchement, c'est vachement chouette. Pour faire du porte-à-porte, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en porte-à-porte. Il faut y aller comme on est. Hein. Il faut y aller comme on est. Toc, 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 bonjour. Écoutez, moi, je suis une citoyenne. Il y a une meuf, la blonde, elle m'a pris la tête dans une réunion à Cahors. Elle m'a dit d'aller faire du porte-à-porte, alors j'y vais. Non, mais vous y allez comme vous êtes. Vous dites, voilà, moi, j'ai jamais milité. Ou peut-être j'ai déjà milité, j'en sais rien, selon votre histoire. Mais je trouve que là, il y a un enjeu qui est trop important pour que je reste chez moi. Donc, j'ai pas voulu regarder la télé. Je me suis dit, je vais aller rencontrer mes voisins. Et vous frappez aux portes de vos voisins. Et vous essayez d'échanger avec eux. Faut pas chercher à leur faire un discours qui tombe d'en haut, comme ça, tout cru. Il faut échanger, tout simplement. Mais est-ce que vous avez l'intention d'aller voter? C'est quoi le sujet qui vous préoccupe le plus? Et là, vous donnez les bonnes nouvelles. Ah, c'est ça qui vous préoccupe le plus, le pouvoir d'achat? Ben super. Avec Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous déroulez. Et essayez de convaincre, en fonction de la préoccupation de la personne, que le vote Le Pen, c'est une arnaque, une énorme arnaque. Parce que c'est la candidate des riches, la candidate du système. Et essayez de les convaincre que non, il n'y a pas de fatalité. Non. On n'est pas obligé de se taper Macron 50+. Et d'ailleurs, ça serait catastrophique parce que pour le climat, au bout de 3 ans, c'est plus possible. Ce serait irréversible. Donc je suis persuadée que demain et après-demain, vous pouvez aller faire du porte-à-porte. Qui c'est qui a envie d'aller faire du porte-à-porte demain après-demain? Là, je veux plein de mains qui se lèvent, là. Mais même en allant chez vos voisins, hein, allez-y, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'y aller dans une organisation militante. Vous pouvez prendre quelques tracts et avec une voisine, vous y allez, quoi. Hein? Mais ouais, allez voir vos voisins, vos voisines, allez discuter. Vous serez beaucoup plus convaincant parce que vous allez rencontrer vos propres voisins. D'accord? Que des voisins d'ailleurs. Enfin, vous pouvez aussi aller quand même voir les voisins d'ailleurs. Hein? Bon, moi je vous en ai donné là des arguments, mais je suis sûre que vous en avez encore plein d'autres. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce slogan « Un autre monde est possible », il est magnifique. Il doit permettre vraiment de renouer l'espoir. Et ce bulletin de vote, Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on doit pouvoir lui permettre à la fois de battre Le Pen et d'être face à Macron pour confronter Macron à son bilan et battre Macron. Alors on peut le faire,
On va le faire. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Alors, ce que je vous propose, pour celles et ceux qui ont soit des questions, soit des réactions, pour que le maximum de personnes puissent parler, je vais avoir la maîtresse du temps. Elle va sortir son téléphone. Alors, ou alors, s'il y a quelqu'un qui... Elle va le mettre sur chronomètre. Et alors, l'idée, c'est ce qu'on appelle la parole boxée. C'est que vous avez 1 minute pour parler. Mais comme ça, il y a pas mal de personnes qui peuvent prendre la parole. Ça vous va? Donc, ça sonne au bout d'1 minute. Et au bout d'1 minute, eh bien, elle vous reprend le micro. Et donc, on fait pas mal d'interventions comme ça. Et après, j'essaierai de répondre aux questions qui sont posées. Ça marche? Et puis après, on se retrouve pour boire un coup, c'est ça? C'est ça. Non, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, sinon je ne serais pas venue. Hein. Moi, je suis venue pour boire un coup. Hein. Alors, qui veut commencer pour la première question? Pardon. Alors, je voulais vous remercier déjà parce que ça m'a... Attention, il y a 1 minute pour la prochaine. Ça m'a motivé de vous entendre et de vous voir tous ici. Moi, ça fait depuis 2017 que je suis Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais à Marseille et c'est la première fois qu'il s'est adressé aux femmes des quartiers. Et ça m'a touchée. Moi, je suis animatrice. Et ça m'a vraiment touchée. Et depuis, je le suis partout. Je le surveille. Parce que c'est important pour moi en tant que femme, déjà. Et puis, quand je regarde cette salle, vous me ressemblez. Comme chacun a aussi sa particularité. Et c'est pour ça que je suis pour Méluche. Et je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment, je l'appelle comme ça. Et j'essaie de convaincre autour de moi. Et je suis très très contente parce que j'ai convaincu 2 personnes qui étaient très importantes pour moi. Ma sœur jumelle qui ne milite jamais. Et une autre amie à elle que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi convaincu une amie qui militait un peu avec les insoumis qui a été déçue. Et maintenant elle va voter pour Méluche dimanche. Ouais! La tortue sagace. Un homme. On fait une femme, un homme, une femme, un homme. Ah ouais, non mais on n'est pas féministe quand il faut, hein, tout le temps. Parce qu'il faut tout le temps. Alors, avec ma femme, Marie-Christine, on a pris l'initiative d'écrire nous-mêmes nos tracts. Parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas se retrouver dans une situation aussi insupportable. Et à fur et à mesure qu'on écrivait ces tracts personnels dont je vais vous donner un exemplaire, pour pouvoir aller sur les marchés avec et en même temps distribuer... C'est écrit petit, hein. On s'est aperçu que ce qu'on disait dans le tract, c'est écrit tout petit. même encore hier, c'était pas du copier-coller, c'était de la transmission de pensée avec Jean-Luc Mélenchon à l'avance, comme ça. Donc... ça, on s'est senti vraiment très bien de ça. Maintenant, dans les marchés, moi j'aurais 2 questions qui me sont posées régulièrement. C'est comment on va financer tout ça, une première question. Et puis aussi la question que les gens de gauche, parce qu'on s'est surtout adressé aux gens de gauche socialistes et qui hésitent comme ça, c'est ce qui représente un peu ma famille. J'en ai convaincu quelques-uns, mais aussi, et la question qui pose aussi, donc, c'est la financiarisation, et puis aussi, oui, les armes à l'Ukraine, faut-il les envoyer ou pas? Voilà. On est tous extrêmement préoccupés et horrifiés par ce qui se passe là-bas. Jean-Luc Mélenchon a condamné l'attaque par la Russie de Poutine de l'Ukraine sans aucune hésitation, une condamnation claire et franche. Sa position n'est pas toujours par ailleurs comprise et moi elle me rappelle la position de Jean Jaurès. Jean Jaurès était contre la guerre et disait la paix est le plus grand des combats. Et la condamnation, comment arrêter la guerre? Est-ce que c'est en faisant la guerre à la guerre qu'on arrête la guerre? La question la plus importante déjà, c'est de faire en sorte de ne pas contribuer à la généralisation du conflit en Troisième Guerre mondiale. De ne pas faire en sorte qu'on soit amené à considérer la France comme belligérante et que la guerre se propage à d'autres pays. Ce n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que la logique des discours va-t-en-guerre est assez irresponsable
Et pour autant, on est tous là en train de se culpabiliser et de se dire oui, mais alors est-ce que l'alternative c'est de ne rien faire et de laisser tous ces massacres impunis? Bien sûr que non. Et là, vous voyez bien que les crimes de guerre doivent être pas simplement condamnés moralement, c'est qu'il doit y avoir une poursuite du tribunal international. Comment arrêter Poutine dans ses exactions? Comment mettre en place une stratégie d'isolement total de Poutine? Là, on a de quoi être en colère, parce qu'il y a les moyens tout à fait de exproprier l'ensemble des avoirs des oligarques russes. Et on sait pertinemment que le régime de Poutine repose sur une poignée d'oligarques russes, et que la saisie de l'ensemble de ces biens des oligarques russes serait une stratégie d'isolement qui pèserait énormément. La question de la sortie du commandement intégré de l'OTAN et de la sortie de l'OTAN est parfois comprise dans cette stratégie de non-alignement comme une position de neutralité. Il n'en est rien. N'oublions pas que c'est Nicolas Sarkozy qui nous avait fait entrer dans le commandement intégré de l'OTAN sans aucun débat. Sans aucun débat. Pourquoi est-ce que De Gaulle était contre, parce qu'il estimait qu'il fallait absolument préserver l'indépendance de la France au service de la paix. L'indépendance de la France au service de la paix, c'est-à-dire avoir, sans être aligné sur des intérêts impérialistes, quels qu'ils soient, entre des blocs qui s'affrontent, faire en sorte d'avoir une parole forte, indépendante, qui puisse agir pour la paix. C'est des sujets qui sont compliqués, mais il ne faut rien lâcher. La bataille pour la paix, le mouvement pour la paix, est un mouvement profondément, auquel on doit être tous profondément attachés, qui est essentiel. Ce sont toujours les peuples qui payent les guerres des puissants. Cette bataille-là, elle est essentielle. Je fais partie d'une association à Souillac qui aide les migrants réfugiés. Et je me posais la question sur comment faire pour faciliter encore mieux que maintenant, parce que du côté du gouvernement, il y a quand même la qualité des prestations de services auprès des réfugiés et des migrants est vraiment minimum. Et nous, je suis entouré justement de 2 copines qui font partie de l'association avec moi à Souillac. Nous faisons des pieds et des mains pour leur faciliter plein de choses. On les transporte, on les aide à remplir des papiers, on leur donne des cours de français, etc. Et je me disais, si Jean-Luc est élu, il serait bien qu'on prenne des dispositions encore plus fortes et plus ouvertes. Par exemple, mettre en place des cours de français avec des vrais profs, avec quelque chose qui soit plus fort pour que nos migrants, tous les gens qui passent chez nous, qui viennent d'ailleurs, soient plus vite intégrés et plus heureux dans leur vie. Quoi. Voilà, c'est un sujet qui me fait Merci. Je vais du coup après parler de la question, des dernières questions sur les personnes en situation irrégulière, qu'on les appelle les exilés, les migrants ou les personnes sans papier. Notre programme, il est assez clair. Il est d'abord de partir du principe que, bah oui, les gens qui sont obligés de quitter leur pays pour survivre, généralement, c'est une double souffrance. C'est une première souffrance de s'arracher aux siens pour survivre, et c'est une souffrance terrible que d'atterrir et de ne pas être respecté dans sa dignité minimale, quoi. Donc, ça implique une action en 2 directions. D'abord, éviter de jouer les va-t-en-guerre, et là je parle des conflits antérieurs, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, de sortir de ces logiques-là. Ça veut dire aussi arrêter les politiques néolibérales dictées par l'Union européenne ou le FMI, qui à un moment donné imposent des réformes structurelles aux pays du Maghreb, du Machrek ou d'Afrique subsaharienne, et qui imposent des intérêts oligarchiques, à Total en Algérie, et qui pillent et qui volent les ressources, et qui déstructurent le peu de services publics, et qui font qu'à un moment donné, la misère se propage. On pourrait le dire aussi sur la pêche, et on voit tout à fait comment, à un moment donné, les politiques néolibérales sèment la famille, et les choses sont aggravées par le réchauffement climatique. Mais une fois que les personnes sont ici, on doit avoir une seule devise. Notre République, même sol, même droit. Même sol, même droit. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire des choses importantes. Ça veut dire que, par exemple, en matière d'asile, on arrête d'associer les questions d'asile aux questions politiques migratoires. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que l'honneur de la République française est d'accueillir toutes celles et ceux qui fient pour leur liberté leur pays. Et que ça n'est pas, qu'il n'y a aucun quota à mettre, et il n'y a aucun bémol à mettre sur le respect intangible du droit d'asile. Et la question de l'asile doit être rattachée au ministère des Affaires étrangères et n'a rien à faire en articulation avec le ministère de l'Intérieur ou de l'Immigration. Voilà, déjà. Ensuite, on accueille en dignité. Et la dignité, c'est l'égalité des droits. Donc oui, il faut la régularisation de toutes les personnes qui travaillent ou qui ont une promesse d'embauche ou qui sont susceptibles de travailler. On régularise toutes les familles qui ont des enfants scolarisés. On régularise toutes celles et ceux qui sont venus pour des raisons de santé ou à un moment donné la survie d'un de la famille est liée à cela. Et évidemment, on respecte le regroupement familial parce qu'on respecte l'amour plus que tout et qu'on est une société qui respecte l'amour et donc il n'y a pas de quota à mettre pour grignoter la question du droit au regroupement familial. Et ce faisant, quand on régularise et qu'on garantit l'égalité des droits, eh bien c'est l'ensemble des salariés qui en profitent. Parce que vous le savez comme moi, l'exploitation des travailleurs sans papier n'est rien d'autre qu'une délocalisation sur place et qui permet au patronat eh bien, de pouvoir surexploiter une main-d'œuvre sans droit et de baisser les salaires et de baisser le coût du travail, comme ils disent. Avant de venir ici aujourd'hui, enfin pas avant, il y avait un rassemblement dans le 20e, je n'ai pas pu y aller à cause des horaires de train. Dans le 20e, il y a un agent d'une société de sous-traitance, de nettoyage, société de sous-traitance du nettoyage qui travaille pour le CASVP, le Comité d'action sociale de la ville de Paris. Donc voilà, je vous informe que même au bout de 20 ans, la ville de Paris continue pour le nettoyage dans leur service public d'avoir affaire à des sociétés de sous-traitance. C'est une honte. Et en fait, il y a le 21 février dernier, un agent de nettoyage, il est parti de chez lui, il a dit au revoir à sa femme et il a dit à ses enfants à ce soir, comme tous les jours, ça devait être un jour comme un autre. Il est parti au CASVP pour nettoyer les fenêtres. Puis il n'y avait pas le balai télescopique ce jour-là. Alors il a pris un escabeau, et puis il a fait une chute de 5 étages. Et puis il est mort. Et donc aujourd'hui, il y avait un rassemblement, une manifestation de soutien à ce travailleur-là. Ce travailleur-là, j'ai découvert par hasard, parce que les organisations syndicales n'avaient pas donné plus d'éléments, mais en faisant un porte-à-porte dans une cité HLM du 20e, je suis tombée sur le cousin de ce travailleur-là qui m'a dit « Mais vous savez, ils ne l'ont pas dit dans le Parisien. » Mais Moussa Gassama, il était sans papier. Voilà. Alors je vais vous dire une chose. S'il y avait une autre politique, s'il avait été régularisé, il aurait peut-être été traité différemment. On ne laisserait pas ces sociétés de sous-traitance surexploitées et sans respecter les conditions de travail. Et puis si on avait des municipalités qui assumaient ce que ça veut dire être de gauche, elles n'auraient pas recours à des sociétés de sous-traitance pour économiser sur le dos de la vie des gens. Et Moussa Gassama, il ne serait pas mort aujourd'hui. Et ses enfants, ils ne seraient pas orphelins et sa femme, elle ne serait pas veuve. Voilà, et ça fout les boules, ces histoires-là. Ça ne devrait jamais se reproduire. Parce que Moussa Gassama, il est mort pour 10,93 € de l'heure. Voilà. Je milite à la CIMAD. Et en fait, ma question, parce qu'on n'en parle pas beaucoup quand même, c'est est-ce que nous battons pour qu'il y ait une régularisation pour tous les migrants, pour que toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, leur couleur, etc., soient accueillies dignement, puissent travailler, puissent avoir exactement les mêmes droits que nous toutes, nous tous. Et voilà. Et je voudrais savoir si la France Insoumise, clairement, va aller jusqu'au bout des choses qui ont été promises au fur et à mesure, qui n'ont jamais été appliquées, la votation citoyenne, etc. Et qu'ils aient tous les droits communs, comme tout le monde. Voilà. Ça marche. Oui, on est pour une société de l'entraide. Une société de l'entraide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, plutôt que de filer 1 milliard d'euros à McKinsey, dans des cabinets de conseil pour ces boîtes qu'on va grassement payer pour savoir comment est-ce qu'on va vous piquer 5 € d'APL pour qu'au final, elles ne payent pas d'impôts. Eh bien, imaginez qu'1 milliard, plutôt que de les filer aux sociétés de conseil, on les donne
à l'éducation populaire, au mouvement associatif, à toutes les structures associatives d'entraide dans le pays. Vous imaginez ce qu'on peut faire? Ben oui, on peut faire énormément de choses très concrètes. Alors ça ne répond pas complètement parce que je pense que la question du droit à la langue n'a pas à reposer simplement sur du bénévolat associatif, quand bien même les associations seraient soutenues et financées pour pouvoir le faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation nationale, la formation tout au long de la vie, les universités populaires, faire en sorte que dans toutes les collectivités, elles aient les moyens de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des ateliers de maîtrise de la langue française. C'est une question essentielle pour pouvoir maîtriser ses droits que d'avoir accès au premier droit qui est le droit à la langue, qui est le droit à l'altérité, qui est le droit à communiquer. Donc oui, ça fait partie du programme, ça fera partie des mesures gouvernementales de garantir l'accès au droit et notamment l'accès au droit à la langue. Je sens que je suis très bavarde, alors il faut quand même que j'accélère. Sinon... Bonjour à tous. Je m'appelle Paul et je suis étudiant au lycée Clément-Marot. Et je voulais vous parler d'une chose. Je ne sais pas s'il y a des sceptiques ici à voter Mélenchon, mais sachez que au lycée, mon beau-frère il s'occupe des jeunes en fait, voilà, qui sont dans des familles pauvres. Et en fait, en gros, je vais vous raconter un peu l'histoire d'un jeune étudiant. En 1 minute. Oui, pardon. Mais ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. C'est un jeune étudiant en fait qui avait beaucoup de difficultés en seconde et il a demandé le redoublement. Et il a été totalement refusé parce qu'il valait 14 000 € à l'État. C'est, je trouve, complètement affreux pour une personne qui a des difficultés. Et je me reconnais un peu là-dedans parce que j'ai redoublé 2 fois en fait. Et maintenant, j'ai réussi à faire 2 fois, etc. Mais voilà, donc, et puis aussi pour l'enjeu climatique, il faut vraiment voter Mélenchon, comme vous l'avez dit, madame. On a 3 ans pour changer les choses et c'est vraiment maintenant. Merci à toi. Refuser un redoublement parce qu'un jeune coûterait 14 000 € à l'État. Mais que coûte l'ignorance? C'est pas de moi. C'est tellement hallucinant. Alors que c'est l'inverse. Ne pas garantir la réussite de tous, c'est ça ce qui coûte cher à l'État et à la collectivité. C'est quand des jeunes, on les met en situation d'échec. C'est quand on ne leur permettait pas de prendre le temps pour se construire, se retrouver. Moi, je suis conseillère d'orientation psychologue de métier. On dit psychologue de l'éducation nationale, point de départ. Et moi, j'ai vu, il y a, au début des années 2000, quand j'avais commencé, enfin fin des années 90, on n'était pas assez nombreux déjà, on râlait, on n'était vraiment pas assez nombreux. Mais je travaillais à plein temps et je bossais dans 2 collèges et je pouvais travailler dès la 6e pour travailler sur la question de l'adaptation des élèves, l'estime de soi, prendre en compte un peu les parcours particuliers, familiaux. Enfin voilà, on est un jeune à l'école, on est dans une globalité, on n'est pas qu'un apprenant. On a une vie, on a une histoire. Et on avait cet accompagnement-là à tous les niveaux scolaires possibles. Et on avait besoin de cette psychologie qui permette aussi de prendre en compte chaque adolescent dans sa construction. Et puis 20 ans après, 10 ans après, pardon, j'étais à mi-temps et j'étais toujours sur 2 établissements. Vous imaginez, on ne peut pas faire le même boulot. Ça veut dire qu'on était là à simplement s'occuper des élèves de 3e comme une gare de triage. Et là, la construction de chaque jeune et le temps qu'il lui faut pour se construire était complètement passé à la trappe. Il faudra remettre les assistantes sociales, la médecine scolaire, les psychologues dans l'éducation nationale pour accompagner chaque jeune. Et il faudra aussi, bien sûr, accepter qu'on n'a pas tous le même parcours. Une femme? Pour rebondir sur ce que le petit jeune vient de dire par rapport au cursus des élèves, des jeunes qui sont en difficulté. Pensez pertinemment aujourd'hui que des jeunes sont parfois orientés ou pas toujours très bien orientés d'ailleurs. Ils n'ont pas toujours le choix de leur orientation et bien souvent, il arrive que les jeunes qui arrivent grosso modo entre 18 et 25 ans, finalement, sont motivés par des formations. Est-ce qu'il est prévu justement pour que ces jeunes puissent récupérer des formations et reprendre des études
qu'on leur permette de le faire. Parce que bien souvent, ils n'ont pas la maturation, surtout chez les garçons, ils ont du mal à avoir, disons, une idée de ce qu'ils veulent faire, et bien souvent, c'est par la suite qu'ils le trouvent. Permettre aux jeunes de reprendre leurs études. Eh bien, moi je me souviens, à l'université Paris 8, donc c'était à la fac de Saint-Denis, il y avait la possibilité pour des jeunes qui n'avaient jamais eu le bac de pouvoir en 2 ans faire 2 ans de formation qui leur permettait d'accéder à l'équivalent bac et de reprendre des études supérieures. Il devrait y avoir une généralisation dans toutes les universités de ces systèmes-là. Il faudra d'ailleurs revenir à tout titulaire du baccalauréat a le droit de s'inscrire dans la filière de son choix, en supprimant Parcoursup et en faisant en sorte qu'on mette les moyens dans l'enseignement supérieur pour que les jeunes puissent poursuivre leurs études. Combien de jeunes sont brisés? Ils ont enfin leur bac et on leur dit bah, tu vas taffer, tu vas bosser parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Et il faudra également redévelopper ces formations qui permettent à des personnes qui n'ont pas forcément eu le bac ou qui l'ont eu il y a longtemps de pouvoir reprendre, de se réadapter pour pouvoir reprendre une formation. Et il faudra émanciper la formation continue de tous les instituts privés qui se gavent sur notre dos et comprendre que ça fait partie du droit du travail d'avoir accès à une formation continue pour toutes et tous. Bonjour. Voilà. Supposons que Mélenchon ait gagné. Comme vous disiez, le grand patronat ne se laissera pas faire. Et moi, j'ai peur qu'il nous envoie l'armée. Oui, qu'il fasse des blocus. Non, mais il ne faut pas rigoler, ils ne vont pas se laisser faire. Hein. Ils vont devenir méchants, oui. Oui, ils ne vont pas se laisser faire. Ah, la répression du système, très juste. La répression du système. Elle est très sérieuse, hein, sa question. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, en Amérique latine, comment ils s'y sont pris. Hein. Donc c'est pour ça que la société mobilisée, elle est toujours nécessaire. Elle va être nécessaire pour que, comment dire, le travail des consciences, il doit se poursuivre, il doit faire boule de neige et faire en sorte de continuer toujours à convaincre. Il va se faire aussi dans les mobilisations, dans l'ensemble des secteurs de la société mobilisée. Il se fait aussi dans une partie du patronat. Vous avez une partie du patronat qui réfléchit et qui se dit « mais oui, mais nous on est un patronat dans la sphère productive, finalement, on a intérêt à cette politique-là. On n'est pas dans la financiarisation. Alors oui, on préférait quand même un peu exploiter nos salariés. On préférait quand même qu'on nous baisse les charges. Mais enfin bon, ce qu'on veut surtout, c'est un carnet de commandes. Donc il va falloir continuer ce travail de conviction pour scinder aussi en deux. Ceux qui n'ont qu'un intérêt dans la financiarisation et ceux qui ont un autre intérêt, qui est aussi l'amour simplement de l'activité qu'ils ont contribué à développer et qu'ils comprennent que leur activité, leur entreprise, c'est d'abord un collectif de salariés et que ce n'est pas simplement l'argent qu'ils ont investi. Donc on a la possibilité et le devoir de continuer à convaincre parce que ce sera par la démocratie jusqu'au bout qu'on s'y opposera. Et par contre, bien sûr, le travail des consciences, il va être nécessaire dans l'armée, dans la police. On estime qu'il faut refaire une refonte de la police de la cave au grenier, avec un besoin de formation, un besoin aussi de rétablir les priorités. On est en sous-effectif sur la police judiciaire. On a mis bien trop de moyens pour contrôler le petit fumeur de joint ou tabasser les manifestants. Alors que ce qu'il faut, c'est mettre plus de moyens dans la police judiciaire, c'est-à-dire la résolution d'enquête, en finir avec la politique du chiffre, et puis surtout faire une formation pour que la police républicaine devienne une police républicaine irréprochable, dans laquelle il n'y a pas de racisme, dans laquelle il n'y a pas de violence, et au service du peuple et pas au service du système. Voilà, exactement. Et ce travail sera à faire également dans l'armée, pour justement empêcher ce que tu as pu décrire comme crainte. Là, je crois vraiment que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, moi, j'étais ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes tous et toutes déterminés. Alors moi, on me dit que normalement, je réveille les gens. Là, je vous ai endormis. Est-ce que vous êtes déterminés? Alors, on y va sur les quelques jours qui restent pour convaincre tout azimut. Ça marche?
Il y en a encore à convaincre, il y en a encore à convaincre. Vous pouvez convaincre un votant Front National de voter Union Populaire. Vous pouvez convaincre un abstentionniste et lui dire « l'abstention, ça vote Macron ». Alors, on compte sur chacune et chacun d'entre nous. On a confiance dans notre force collective. On continue, on lâche rien le 10 avril, le 24 avril. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Bon courage à nous tous. Juste un petit mot, s'il vous plaît, avant que vous leviez l'éducation au moment convivial. Si vous voulez nous laisser vos coordonnées. Il y a une petite feuille là-bas, vous venez nous voir, on échange des coordonnées si vous voulez agir avec nous. Et aussi, il y a la Libréthèque, librairie associative, de quoi se nourrir le cerveau très intelligemment, qui vend des ouvrages. Et Jo, dessin de presse, qui vient aussi pour vendre son livre, notamment Retour à la normale. Je crois qu'il a fait quelques croquis durant la soirée. Je vous invite à aller les voir. Merci. Le 10 avril, pour moi c'est clair, le 10 avril, pour moi c'est clair. Je vote pour l'Union Populaire, je vote pour l'Union Populaire. Aux urnes citoyens, pour l'avenir en commun.